Bonjour mesdames et messieurs, au micro Léon Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Ces dernières années, le monde est constamment secoué. Comme le disait Hemingway, il faut écrire chaque jour. Les Chinois d'ailleurs disent aussi que Dieu ne vous laisse pas naître à une époque de grands bouleversements. Et les Britanniques disent « pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle ». Eh bien, nous avons des nouvelles. Et beaucoup. C'est la porte-parole de Biden qui annonce qu'elle rompt avec le Parti démocrate, qu'elle a pourtant tant défendu avec ferveur à la tribune. Un coup, on annule les visas de 300 000 étudiants chinois, un autre, on cherche à savoir qui dirigeait le pays à la place du président Biden jugé inapte. Le directeur général de l'OTAN déclare que l'Ukraine est en voie d'adhésion à l'Alliance, tandis que 4 membres de l'Alliance affirment qu'il a perdu la raison. Mais aujourd'hui, nous allons tout de même nous concentrer sur un seul événement, à savoir les bombardements des aérodromes sur le territoire russe et l'explosion du pont de Crimée. C'était génial et super. Ou bien cela a-t-il condamné l'Ukraine à plus de morts et de destruction? Commençons par les derniers événements, puis revenons aux origines et aux causes. Nous commençons cette heure avec des nouvelles de dernière minute de la Maison-Blanche avec une publication du président Donald Trump. Il dit qu'il a parlé avec le président Vladimir Poutine. Passons maintenant à la journaliste de CBS News à la Maison-Blanche, Aaron Navarro, qui est en ligne avec nous depuis Washington. Aaron? Hugo, pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Dans cette publication du président Trump, il dit que lui et le président Poutine de Russie ont parlé pendant 1 heure et 15 minutes et que Poutine a dit au président Trump, il a dit de façon très déterminée, je cite, « Il faudra répondre aux attaques de drones ukrainiens qui ont eu lieu pendant le week-end lorsque les drones ont en fait été introduits clandestinement, cachés dans des semi-remorques et ont causé des dégâts aux avions et bombardiers russes. » Donald Trump a ajouté, « C'était une bonne conversation, mais pas celle qui mènera à une paix immédiate. » Donald Trump dit que c'était une bonne conversation, mais qu'elle ne nous mènera pas à la paix en Europe de l'Est. Et vous savez, vous avez parlé du fait que le président Donald Trump a parlé avec Vladimir Poutine, et cela ressemblait presque à une bonne conversation. Mais ensuite, il n'a pas mentionné dans son post lorsqu'il a dit que Vladimir Poutine allait répondre à cette attaque de l'Ukraine. Il n'a rien dit. En réponse à cela, dans ce post, il n'y avait rien du genre « Eh, peut-être qu'il ne faut pas faire ça » ou « Sois prudent ». Parce que depuis longtemps déjà, nous voyons comment il écrit sur les réseaux sociaux à propos du nombre de vies détruites, du nombre de personnes tuées à cause de cette guerre. Mais rien de la Maison-Blanche à propos de cette conversation et peut-être un appel du genre « Arrêtons les attaques de drones » et tout ça. Rien de la part du président à ce sujet? Non, rien du tout. Aucune déclaration de sa part durant le week-end concernant ces frappes de drones ukrainiennes. C'est aussi un point intéressant parce que la semaine dernière, vous avez vu le président Trump critiquer publiquement le président russe en disant qu'il devrait mettre fin à cette guerre plus rapidement. Nous savons que le secrétaire d'État Rubio négocie déjà, au moins avec des responsables turcs. En réponse à ces frappes et aux négociations de paix en cours, le président Trump lui-même n'a pas encore réagi. Ainsi, après l'attaque contre 5 aéroports, un train et le pont de Crimée, Trump a contacté Poutine et aurait parlé avec lui pendant 1 heure et 15 minutes. Je soupçonne qu'il lui a dit qu'il ne savait pas exactement ce que préparaient les Ukrainiens. Et, disons, qu'il ne savait pas qu'ils allaient y mener une série d'opérations en plein cœur de la Russie pendant les négociations à Istanbul. Évidemment, après que cette opération a eu lieu, les Russes se sont posé des questions. Donald Trump disait qu'il voulait mettre fin à la destruction et au meurtre, mais en même temps, il encourage des actions similaires visant à faire échouer les négociations. Je ne parle pas du fait que la Russie a peut-être aussi agi pour faire échouer les négociations. Nous n'armons pas la Russie, nous n'aidons pas la Russie. La Russie est en fait, pour l'essentiel, le représentant d'un autre pays, même si nous essayons de nous présenter comme un médiateur neutre. C'est difficile parce que nous livrons des armes, etc., etc. D'accord, nous allons bien comprendre cela. Là n'est pas la question. J'espère que vous comprenez que l'honneur de l'uniforme va maintenant pousser la Russie à se venger sérieusement. Pour que la population de la Russie soit heureuse de la destruction que leur chef a infligée aux fascistes ukrainiens, comme on les appelle dans la Russie fasciste.
Que s'est-il donc passé? Qu'est-ce qui a conduit à l'échec des négociations? L'échec des négociations est évident et mène à une nouvelle escalade des actions militaires. Tout d'abord, 2 sénateurs américains, Graham et Bleumental, sont allés en Ukraine pour le week-end. À mon avis, ils y ont passé une journée et une nuit, ont payé chacun 400 000 $, soit 800 000 $ au total, presque 1 million de notre argent pour une seule journée. Qu'est-ce qu'ils y ont fait? Et ils ont dit à Zelensky pourquoi ils y étaient allés, qu'ils soutenaient pleinement la poursuite des actions militaires. Ils ont dépensé près d'1 million de notre argent, et avec le vol, l'entourage et le reste, je soupçonne que cela atteignait 1 million. Oui, je soupçonne qu'ils ont dépensé 1 million de notre argent. Pour dire à Zelensky la même chose, alors qu'on aurait pu facilement lui dire par visioconférence, par exemple, oui, ils ont donc raconté tout ça. Je crois que c'était la 4e visite, peut-être même la 5e visite en 12 derniers mois. Gréma à Bleumental, je ne sais pas, Gréma en Ukraine. Ils ont raconté. Donc, ils vont faire passer par le Sénat un plan de sanctions secondaires contre la Russie, c'est-à-dire 500% de droits de douane sur tous les produits des pays qui achètent à la Russie. Là-bas, il y a le pétrole, le gaz et toutes sortes de choses nucléaires, n'est-ce pas? La liste des pays est la suivante. Vous compreniez de quoi il s'agissait, de qui on parlait? Si le projet de loi de Bleumental et Graham est adopté, contre quel pays allons-nous imposer un embargo de facto? Premièrement, il s'agit de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la France, de l'Espagne, du Japon, de la Corée du Sud, sans parler de la Géorgie, de la Hongrie, de la Tchéquie, de la Slovaquie et des Pays-Bas. Ils sont tous concernés par cette loi. Autrement dit, le plan génial suppose l'imposition d'un embargo de facto avec 500% de droits de douane. C'est un embargo sur le monde entier. D'accord, pas sur le monde entier, mais sur presque tous les pays, sauf, il me semble, l'Indonésie. Et, selon Graham, 81 sénateurs sont prêts à soutenir cela. Ça, je ne veux même pas qualifier cela, utiliser un mot pour le qualifier, parce qu'on va m'en vouloir. À la question de savoir ce qu'il pense du plan de Graham à Bleumental, Trump a répondu qu'il ne l'avait pas lu, ce qui signifie qu'il ne veut même pas en parler. Je le comprends, il doit d'une certaine manière ne pas offenser le sénateur Graham. Mais Graham, il a toujours été un faucon, je dirais même un vautour. Il est républicain, contrairement à Hillary Clinton qui est démocrate. Ils ont toujours fait campagne et voté pour bombarder, se venger, répondre coup pour coup, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas eu une seule guerre à laquelle ce duo n'aurait pas appelé à participer. C'est pourquoi c'était si drôle de voir quand Clinton est arrivé avec le bouton de redémarrage chez Orlov. Graham et Bleumental ont pratiquement soutenu les pays européens qui poussent l'Ukraine à poursuivre la guerre et se sont opposés à la politique des États-Unis d'Amérique. C'est interdit aux États-Unis d'ailleurs par une loi appelée la loi Logan. La politique étrangère est menée exclusivement par le président et son équipe, notamment le département d'État et d'autres organismes similaires. Personne d'autre n'a le droit d'intervenir. Si un sénateur, un membre du Congrès, un autre homme politique ou toute autre personne se rend dans un pays avec lequel nous avons des relations ou des négociations et souhaite faire quelque chose ou participer à quelque chose, il doit s'adresser au département d'État. Ou, s'il est sénateur, il peut contacter directement la Maison-Blanche. Et, en conséquence, après la discussion, recevoir une réponse positive ou négative, une approbation pour quelque chose ou un refus pour autre chose. Voilà, lorsque tu agis à l'encontre de cette loi, en principe, n'importe qui, je pense, y compris un sénateur des États-Unis, peut être arrêté. Bon, d'accord, continuons à regarder. Nous sommes aspirés dans un mouvement cinétique. En ce moment, on nous entraîne dans une 3e guerre mondiale cinétique, qui éclipsera la Première et la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle. Et chaque jour, on nous y entraîne inexorablement. Ce que les Ukrainiens ont fait et ce qui a été déclaré à la Maison-Blanche, ils n'ont reçu aucun avertissement. Ils ont attaqué une partie de la triade stratégique russe, un acte inimaginable même pour Curtis LeMay.
Ils ont mis hors service 41 sur 100. Ils ont détruit 40% des bombardiers stratégiques et nucléaires de la Russie. Cette attaque était audacieuse et téméraire. Tout cela est vrai, mais il est inacceptable qu'un pays que nous finançons avec de telles sommes, avec lequel nous signons des accords économiques et dont nous déclarons maintenant vouloir participer au développement, je pensais qu'il était possible d'attaquer le territoire russe, ce qui pourrait nous entraîner dans un conflit avec la Russie et dégénérer en quelque chose de plus grave. S'ils ne pensent pas qu'ils doivent, s'ils ne considèrent pas qu'ils doivent retourner aux États-Unis et demander l'autorisation ou auprès de l'État profond sous la vice-présidence de Joe Biden, comme il a été rapporté, que cette guerre est dirigée par les services de renseignement allemands et américains. Il y a peut-être deux options. Nous devons arriver à la vérité. On nous entraîne dans un conflit avec le Parti communiste chinois et avec la Russie. Les gens ne réalisent pas ce qui se passe dans le monde et comment on nous implique, soi-disant par ceux que nous soutenons. Par exemple, Zelensky. Découvrir qu'il n'a jamais prévenu la Maison-Blanche, il n'a jamais demandé la permission pour cela. Il aurait mené une attaque brillante mais profonde contre leurs installations nucléaires. En fait, nous mettons hors service nos B-52, qui sont de vieux avions russes. C'est scandaleux et Lindsey Graham ne cesse d'attiser le feu tout le week-end. Nous ne pouvons pas permettre aux gens là-bas de provoquer, de dire aux Ukrainiens que nous allons soutenir encore plus. Notre tâche est d'apaiser la situation. Ce que le président Trump essaie de dire, écoutez, cherchons à obtenir un cessez-le-feu, déposons les armes, parlons de paix et de prospérité. Nous ne soutenons pas cet accord économique, mais le président Trump dit qu'il en a besoin comme élément central du plan de paix. Mais nous ne pouvons pas permettre à Lindsey Graham ou surtout Zelensky de nous entraîner dans une troisième guerre mondiale. Messieurs, ce n'est pas... Une tête parlante. C'est le principal stratège de Trump. C'est l'homme qui a mené Trump à la victoire en 2016 et qui fait toujours partie du cercle très restreint des amis proches et des conseillers du président. C'est Steve Bannon qui influence la politique des États-Unis et que tout le monde vient consulter pour des conseils. Lindsey Graham attise la situation en ce moment. Tout cela se passe en ce moment même. Les gens doivent comprendre qu'on nous entraîne dans cette guerre. Si les services de renseignement ont réellement fait cela, c'est un acte de guerre contre la Russie. Les Américains ont-ils voté pour une guerre contre les Russes? C'est vraiment très sérieux. Non, écoute, je parle sérieusement. Curtis LeMay est au sommet de sa carrière. Et même pendant les années les plus difficiles en Union soviétique, pendant la crise des Caraïbes, nous ne pouvions même pas imaginer sortir et détruire 40% de leurs bombardiers directement sur les pistes. L'attaque était audacieuse, elle était brillante. Mais cela nous entraîne dans un conflit auquel personne aux États-Unis ne veut participer, compliquant notre retrait de ce conflit. Je ne suis pas sûr qu'ils en aient détruit 40, il semble que ce soit moins, mais cela n'a, en fin de compte, pas vraiment d'importance. Les deux propagandes vont bien sûr mentir, disons quelque part entre 10 et 42, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, même le nombre n'est pas important, c'est le fait lui-même qui compte. Selon les informations publiées sur le site web du ministère de la Défense de la Russie, elle a été publiée un jour avant le 1er juin, qu'ils prévoient un bombardement massif des villes ukrainiennes pour montrer ce qui se passera si l'Ukraine n'accepte pas leurs conditions lors des soi-disant négociations de paix. Cette information a été rapidement retirée d'Internet après l'explosion. Bien sûr, il n'y a pas 417 drones sur les aérodromes. Excusez-moi, il y avait 117 drones qui ont été transportés d'Ukraine vers la Russie, cachés dans des camions avec des toits ouvrants. Ces drones ont décollé presque simultanément à Mourmansk, à Irkoutsk, à Ryazan et à Ivanovo. Je ne me souviens pas du 5e, et ils ont attaqué. Donc, comme on nous l'a dit, il y avait 41 ou 42 bombardiers lourds là-bas. Des Tu-95, des Tu-22, des MS et des EVI-50S. Ils ont des noms intéressants. Comme Tupolev, c'est ça, tout à fait. Ah, c'est peut-être Antonov ? L'Ukraine affirme avoir empêché le bombardement de villes, tandis que les Russes qualifient cela d'attaque contre l'arsenal nucléaire de la Fédération de Russie.
Mais la question n'est pas de savoir quelle satisfaction morale les Ukrainiens ont ressentie. Bien sûr, ils l'ont ressenti, oui, des bombardements aériens, de la destruction du pont de Crimée, mais de quelle manière cette opération influence-t-elle la poursuite des actions militaires? Voici l'opinion des Ukrainiens. L'Europe et l'Amérique possèdent. L'Europe, avec l'Amérique, dispose d'un armement plus moderne que la Russie. Nous avons également des solutions tactiques plus puissantes. Notre opération Poutine l'a prouvé hier. La Russie doit ressentir l'impact de ses pertes. C'est cela qui la poussera vers la diplomatie. Et lorsque la Russie subit des pertes dans cette guerre, il est évident pour tous que c'est précisément l'Ukraine qui se défend non seulement pour elle-même, mais aussi pour toute l'Europe. À son arrivée à Vilnius, Volodymyr Zelensky semblait en bien meilleure forme, pour être franc. C'était une impulsion attendue depuis longtemps et nécessaire pour le moral des combattants ukrainiens, qui avaient beaucoup souffert après ce scandaleux incident dans le bureau ovale avec le président Donald Trump. Est-ce que cela changera la position de la Russie? Beaucoup pensaient que ces négociations de paix à Istanbul étaient un autre exemple de la volonté de Moscou de faire traîner le processus, ayant très peu de désir de parvenir à un cessez-le-feu. Mais cela pourrait amener le Kremlin à réfléchir. Si de telles surprises se produisent assez souvent, combien de temps pourront-ils poursuivre ce conflit? Et cela pourrait vraiment porter un préjudice concret à leurs efforts militaires. John, donc c'était vraiment un week-end remarquable. Il est à noter que durant le week-end, la Russie a lancé un nombre record de drones, dont une grande partie a été abattue grâce aux moyens de guerre électroniques ukrainiens. Donc la technologie est de plus en plus du côté de l'Ukraine. John, oui, l'Ukraine essaie vraiment d'augmenter les coûts pour la Russie et il est intéressant de voir comment cela pourrait influencer les futures négociations. Nous étions avec Nick Payton-Walsh. Merci, Nick. Examinons maintenant plus en détail ces événements clés. Nous sommes maintenant rejoints par l'amiral James Stavridis, qui est analyste militaire principal pour Cable News Network et ancien commandant suprême des forces alliées de l'OTAN. Nous sommes également accompagnés de l'analyste politique principal et ancien membre du Congrès, Adam Kinzinger. Il a également été membre du Comité des Forces armées et du Comité des Affaires étrangères de la Chambre des représentants et a servi dans la Garde nationale de l'États-Unis Air Force. Ravi de vous voir. Merci beaucoup, monsieur le député. Première question pour vous. Pensez-vous que c'est un moment décisif ou que cela a une autre signification si l'Ukraine parvient à le réaliser? Oui, regardez, c'est vraiment très important. Je dirais même que cela était comparable au moment où l'Ukraine a mené sa très réussie opération contre-offensive. Gardez à l'esprit que tout récemment, le président des États-Unis a déclaré que l'Ukraine n'avait aucun atout. Mais ce sont là des atouts, et ce sont d'ailleurs des atouts sérieux. La destruction potentielle du tiers de l'aviation de bombardement russe, voilà ce que cela peut signifier. Et c'est un coût auquel il n'y a pas d'égal. N'oubliez pas, l'Ukraine est en passe de remporter cette guerre. Pour un pays qui se défend, pour gagner, il suffit simplement de continuer à se défendre jusqu'à ce que l'agresseur épuise son potentiel de combat. Donc, l'idée des politiciens, des amateurs de guerre, c'est qu'il faut continuer la guerre jusqu'à ce que la Russie s'épuise ou jusqu'à ce qu'on parvienne à entraîner les États-Unis d'Amérique dans une troisième guerre mondiale. Et qu'en pense l'amiral Stavridis? Alors, amiral, qu'est-ce que cela dit sur vous, amiral? Qu'est-ce que cela dit sur les possibilités de l'Ukraine? Est-ce un renforcement du renseignement ou est-ce un nouvel ordre ou une stratégie? C'est tout ce qui précède, et j'ajouterai encore quelque chose. C'est une tactique très astucieuse. Ils ont placé ces drones quadcoptères dans des camions et les ont transportés très, très profondément en Russie. Pour comprendre l'ampleur de ces frappes, imaginez que vous les lancez depuis Washington et que vous attaquez des cibles à Los Angeles. Je veux dire, la Russie est un pays immense, le plus grand du monde. Ces frappes sont menées sur une grande distance, comme l'a dit le député. Et d'ailleurs, il n'a pas mentionné son atout le plus important pour cette conversation. Il est pilote de l'armée de l'air, donc il comprend vraiment ce que sont les distances aériennes et à quel point c'est impressionnant. Ainsi, Fred a combiné les technologies de drones, les renseignements sur les emplacements et l'ingéniosité militaire pour charger tout cela dans des camions. Faire passer cela à travers ce vaste pays, le lancer à grande échelle et sur une longue distance. Je pense que c'est un coup remarquable. Je suis d'origine grecque, donc je dois vous dire ceci. C'est une sorte de cheval de Troie. C'est comme ces caisses en bois, qu'ils ont fait entrer dans le pays, et soudain des guerriers en sortent, détruisant tous ces avions, et aucun d'eux n'est humain.
C'est vraiment une réalisation militaire remarquable. Ainsi, vous avez entendu deux points de vue différents. L'une d'elles dit simplement que c'est une opération remarquable, que l'Ukraine est en train de gagner. Je n'ai pas très bien compris ce que l'Ukraine gagne exactement, mais il faut continuer la guerre, car à l'avenir, des avancées positives pourraient en se produire. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, l'idée d'Andrei Nikolaevitch Ilarionov est de ne pas s'arrêter, parce que, bien sûr, il se peut que vous mouriez tous, mais il se peut aussi que quelque chose se produise et que vous récupériez l'Ukraine. C'est donc une sorte d'approche à la roulette de Las Vegas, mais au lieu de miser de l'argent ou des jetons, tu mises sur la vie de millions d'Ukrainiens et tu attends. Eh bien, peut-être que tu gagneras et peut-être que ça marchera. Le deuxième point de vue, celui de Steve Bannon, du département d'État américain, ainsi que de toute une série de républicains Make America Great Again, est que l'Ukraine a de nouveau perdu la chance de mettre fin à la guerre. Oui, avec la perte de territoire, oui, sans punir l'ennemi. C'est, je ne sais pas, peut-être un exemple idiot, mais une mère a deux fils. L'un est mort, elle doit choisir. Donc, elle peut essayer de tuer le voleur, mais si elle échoue, son deuxième fils mourra aussi. Ou bien, elle peut laisser le voleur dans la maison. S'en sortir en laissant le deuxième fils en vie. Benana est préoccupé par autre chose. Lui et ses partisans ne veulent pas d'être impliqués dans la guerre en Ukraine. Mais les dirigeants européens, ainsi qu'une partie des politiciens des États-Unis d'Amérique, essaient activement de faire de nous, les États-Unis, une partie prenante du conflit. Regardez ce qu'on nous dit pour exciter nos émotions. Vous verrez, en réponse de la Russie, des attaques contre des écoles, des hôpitaux, des infrastructures civiles. C'est exactement ainsi que la Russie agit. L'Ukraine se bat honnêtement pendant que la Russie cible les civils. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Mais alors, il faut aussi signaler que ce même 1er juin, les Ukrainiens ont fait dérailler un train de passagers rempli de civils. Je n'aime pas simplement la couverture unilatérale des événements. Eh bien, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la joie à court terme du fait que l'Ukraine a répondu à la Russie, et en plus, disons-le ainsi, sur plusieurs cibles importantes. Mais comment cela va-t-il influencer le développement des événements par la suite ? Messieurs, essayons, comme on dit, de réfléchir. Premièrement, la Russie devra répondre. On peut dire qu'elle autorise déjà depuis longtemps 300 à 400 drones. Elle va le signaler. Pour l'instant, il n'est pas question de paix. L'Ukraine recevra de nouvelles blessures et des émotions, à la fois de la victoire et des pertes. Ils empêcheront une résolution pacifique. Deuxièmement, la Russie n'a pas changé d'avis sur ses capacités à mener la guerre et à la gagner. Comme c'était, ainsi cela est resté. Ce qui s'est passé, ce sont des opérations comme une piqûre d'épingle. Désagréables, douloureuses, agaçantes, irritantes, mais rien de plus. Elles encouragent les partisans de la ligne dure envers l'Ukraine. C'est-à-dire que ces voix modérées, qui existent toujours, qui sont toujours présentes dans le cercle de ceux qui discutent de des conflits internationaux, devront au moins temporairement se taire. Troisièmement, l'opération ne changera pas les exigences de la Russie concernant les conditions de la trêve. La Russie considère toute trêve comme une opportunité de se regrouper. Autrement dit, ce retard tactique, cette opération habile, n'a apporté aucun changement sur le front principal, si ce n'est qu'elle a réduit les chances de paix. Les Ukrainiens ont repris espoir, et maintenant ils vont encore se remplir d'une nouvelle haine à cause de la réponse. Je comprends qu'on peut dire qu'il est impossible de haïr encore plus, mais l'ancienne haine s'assèche un peu et la nouvelle recommence à bouillonner. Les Russes adopteront une position encore plus dure. Mais ce qui est peut-être encore plus important, c'est que ces dernières semaines, Donald Trump a commencé à préparer une pression sur la Russie. Suite à cette attaque, Donald Trump ne peut plus affirmer au Kremlin que tout le monde souhaite la paix, sauf vous. Poutine a une excuse, j'ai bien dit, qu'il serait impossible de mener des négociations avec l'Ukraine. Ils vont vous poignarder dans le dos, et voilà, ils vont vous entraîner, l'Amérique et même l'OTAN, dans cette guerre. Voulez-vous être entraîné dans cette guerre ?
Nous, vraiment, nous ne le voulons pas. Voici la star montante du Parti républicain, Anna Paulina Luna, qui exprime l'opinion de la majorité du mouvement Make America Great Again. Elles sont membres de l'OTAN. De plus, depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky n'a pas organisé de véritables élections. Une démocratie libre et honnête n'agirait pas ainsi. De plus, les dépenses totales des États-Unis dans l'OTAN représentent 3,38% de leur budget de défense, ce qui est une somme considérable. Et je voudrais souligner que nous venons tout juste de voir 2 sénateurs partir en Ukraine pour tourner un vlog. Les sénateurs Blumenthal et Graham étaient impliqués, probablement pendant le week-end. Mais si l'on parle simplement de leur projet de loi sur les sanctions avec Graham, c'est en fait un autre exemple classique de Washington. La loi de 2025 sur les sanctions contre la Russie impose des tarifs de 500% et des interdictions bancaires pour Moscou. Mais où est la responsabilité sur l'utilisation des milliards d'euros d'aide précédentes? L'administration de Biden a injecté des millions et des milliards de dollars en Ukraine sans aucun contrôle, sans audit, sans résultat. Ce projet de loi exige 55 millions de dollars pour la surveillance et impose dans la section 17 des tarifs aux pays achetant du pétrole russe, ce que la Chine contournera via des tiers. La politique de l'Amérique, surtout celle de Trump, ne signe pas de chèque en blanc, elle exige des victoires vérifiables. Et si l'Europe ne compte pas assumer la responsabilité militaire, pourquoi les contribuables américains devraient-ils financer leur sécurité de façade? Des sanctions sans incitation à négocier sont une simple politique de façade. Vous savez, je viens juste d'être avec l'Institut du partenariat pour la démocratie à la Chambre des représentants. Nous étions en Belgique, nous avons rencontré l'Union européenne, nous avons rencontré certains pays de l'OTAN. Que dire? Des pays non frontaliers avec l'Ukraine soutiennent justement la guerre. Mais il y a des pays comme la Roumanie, des pays comme la Moldavie qui veulent la paix et soutiennent pleinement l'agenda du président Trump. Je soulève cette question parce que je pense vraiment que si nous continuons à financer l'OTAN au niveau actuel, nous cherchons simplement des excuses au lieu de les pousser à adopter une position réaliste dans les négociations de paix. Si nous donnons de l'argent à l'OTAN et que, à leur tour, transfèrent une partie de cet argent à l'Ukraine sous une forme ou une autre, alors aucun d'entre eux n'a le sentiment d'urgence. Maintenant, je vais parler en mon nom propre, pas au nom de Luna. Et ils sont au front, ceux qui prennent ces décisions, ce ne sont pas leurs enfants. Les enfants de ces politiciens, les gens des médias, vivent depuis longtemps et confortablement à l'étranger et pas dans des pays voisins de l'Ukraine. Voici ce que, messieurs, je pense personnellement au sujet des frappes remarquablement planifiées et artistiquement exécutées de l'Ukraine contre la Russie. C'est une épée à double tranchant, comme on dit. Ou, en d'autres termes, cet événement a 2 aspects très différents l'un de l'autre. D'un côté, la capacité de l'Ukraine à frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe, à attaquer des sites stratégiques, des nœuds importants de la machine militaire russe, cela montre qu'ils pourraient avoir d'autres surprises dans leur manche. De plus, si c'est vrai que la Russie prévoyait de faire décoller ses bombardiers le 1er juin pour attaquer massivement l'Ukraine, cela signifie que l'Ukraine a ses propres agents dans les états-majors russes et pas seulement à un seul endroit. D'un autre côté, de telles frappes, qui ne sont pas décisives pour l'issue de la guerre, transmettent une charge émotionnelle. Eh bien, disons que pour la Russie, punir l'Ukraine pourrait conduire à la domination des partisans d'une position dure envers l'Ukraine et envers les efforts du président Trump. Eh bien, du moins pour l'instant, s'il y a eu des progrès dans les négociations ou si Trump a commencé à préparer une pression sur la Russie, tout cela s'est reporté et gelé. En d'autres termes, tant que les passions ne se calmeront pas, des Russes et des Ukrainiens continueront de mourir sur le champ de bataille. De plus en plus, la chance de mettre fin au carnage a été repoussée pour une durée indéterminée. Mais résoudre, c'est bien que les Ukrainiens aient frappé ou que ça n'en valait pas la peine. C'est à vous de décider, à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, chacun de vous doit décider. Au revoir, à la prochaine rencontre.